Durant la bataille du Pacifique, alors que l'aviation alliée s'attaque aux joyaux de l'Empire impérial japonais, des sous-marins effectuent des missions de sauvetage destinées à venir en aide aux pilotes abattus loin de leur base. Ils en connaissent les risques. Les Japonais se montraient sans pitié quand ils les capturaient. Les missions de sauvetage ont donné corps à l'idéal militaire américain du « on n'abandonne personne, on fera tout pour vous ramener à la maison ». Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, une nouvelle arme permet de combattre depuis les profondeurs. Mais l'ennemi riposte, avec ruse, force et ténacité. Encore primitifs mais révolutionnaires, les sous-marins vont radicalement changer le cours de la guerre. Leur histoire est légendaire. Octobre 1943. Pacifique central. Le commandant de sous-marin Eugene McKinney et son équipage scrutent les cieux où des avions américains et japonais se livrent un combat sans pitié. Son sous-marin, le Skate, n'est pas là pour couler des navires, mais pour venir en aide aux équipages des appareils qui s'abîment dans l'océan. S'il en est informé, McKinney fera tout pour recueillir les éventuels survivants. Les Américains ont toujours pris avec beaucoup de sérieux les opérations de sauvetage, parce qu'ils savent qu'elles sont bonnes pour le moral. Sous le pont, l'équipage du Skate ne quitte pas la fréquence radio des aviateurs américains. Mais il ne peut qu'écouter. C'est comme le scanner radio de la police, ça n'émet que dans un sens. Impossible de communiquer avec leurs propres avions. Pour les sous-mariniers habitués à considérer l'aviation comme une menace mortelle, c'est une situation particulièrement inconfortable. Leur instinct leur commande de plonger dès qu'ils voient un avion, et difficile de ne pas le faire. Et cette inquiétude est loin d'être injustifiée. Il y a un sous-marin, on se le fait. Les hommes du Skate entendent les pilotes américains identifier leur sous-marin comme une cible. McKinney et son équipage sont sans défense. Le commandant envisage de plonger. Quand il entend à la radio « Décrochez, c'est l'un des nôtres ». Le leader de l'escadrille a compris qu'il avait affaire à un ami. Les appareils s'éloignent avant que McKinney n'ait à prendre une décision. Le Skate se trouve au large de l'île Wake, territoire américain sous occupation japonaise. Cet avant-poste militaire est situé à plus de 3200 km au sud-ouest du Japon. Afin de perturber les opérations de l'ennemi, la marine américaine lance une offensive massive. Des centaines d'appareils décollent de ces porte-avions pour larguer 320 tonnes de bombes pendant 2 jours. Les Japonais répliquent depuis la côte par un barrage de tirs anti-aériens et des chasseurs bombardiers Mitsubishi Zero. La bataille illumine la nuit. À près de 20 km à l'ouest des opérations, le Skate est informé que l'équipage d'un appareil américain abattu serait parvenu à sauter en parachute. En avant toutes! McKinney reste en surface pour qu'une partie des vigies puisse scruter les eaux noires, tandis que les autres continuent à observer le combat aérien. Mais l'obscurité ne facilite pas la recherche des survivants. Alors que la bataille continue dans les airs, Avion!
un zéro surgit de nulle part, ouvre le feu sur le sous-marin américain. À leur poste de vigie, les Américains sont des cibles faciles. Évacuez la passerelle! Il y a une douzaine de types qui doivent évacuer le pont pour que le sous-marin puisse plonger. Mais le Zéro attaque sans répit. Les hommes de McKinney doivent descendre un par un. Les balles fusent autour d'eux. McKinney s'assure que tout le monde est en sécurité. Il est le dernier à descendre et à refermer l'écoutille derrière lui. Le Skate plonge pour échapper aux chasseurs. Alors que le sous-marin est à 30 mètres de profondeur, des bombes gravitaires explosent tout autour de lui. Quand elles explosent, c'est d'abord l'onde de choc qui frappe la coque du sous-marin. Ça fait un gros boom, suivi d'un grondement épouvantable, absolument terrifiant. Le Skate s'en tire sans dégâts, mais dans la confusion qui s'ensuit, Willis Edward Maxson, un jeune officier de pont, s'écroule soudain. Il a été touché par une balle de l'avion japonais qui a obligé le sous-marin à plonger. Personne ne s'en était rendu compte. Infirmier! La balle a pénétré dans le dos sans ressortir. L'infirmier peut nettoyer et bander la plaie. Mais il n'a ni les connaissances ni le matériel pour retirer la balle. McKinney doit prendre une décision difficile. Doit-il renoncer à sa mission pour le faire soigner ou tenter de secourir malgré tout les pilotes abattus? Comment ça va? Bien, bien. Malgré la gravité de sa blessure, Maxson lui-même demande au commandant de continuer sa mission. Mais après cette mésaventure, le Skate a laissé passer sa chance de recueillir les pilotes naufragés. Lorsqu'il refait surface le lendemain matin, le sous-marin reçoit un appel concernant d'autres équipages abattus. McKinney décide de faire le guet seul sur le pont, écoutille fermée, de façon à ce que le sous-marin puisse plonger rapidement. McKinney a retenu la leçon. Il veut pouvoir plonger beaucoup plus vite en cas d'attaque surprise. Il finit par repérer les naufragés à 3 km seulement au large de l'île Wake. Mais aucune procédure d'intervention n'a été définie. À ce stade, c'était vraiment de l'improvisation totale. Il devait agir au cas par cas. À portée des batteries côtières de l'ennemi, il décide d'immerger partiellement le sous-marin pour réduire le risque d'être repéré, et se rapproche. Alors que 3 membres de l'équipage se mettent en position sur le pont battu par les vagues, les canons nippons se déchaînent. Aussi bien sur le pilote que sur le sous-marin. Pour la deuxième fois en peu de temps, le Skate attire le feu de l'ennemi en essayant de sauver des vies. Octobre 1943.
un sous-marin américain mène une mission de sauvetage. Avion! Un membre de l'équipage a été touché la veille, lorsqu'un Zero japonais a mitraillé le pont du Skate. Le jeune officier de pont, Willis Edward Maxson, souffre d'une blessure grave. L'équipage prend très mal la blessure du lieutenant Maxson. Cet officier populaire a été touché alors que leur sous-marin essayait de sauver un pilote américain inconnu. Et voilà qu'une équipe de ce même sous-marin s'avance sur le pont à moitié submergé du Skate pour venir en aide à un pilote abattu lors d'une attaque aérienne américaine sur l'île Wake. Les batteries côtières japonaises ouvrent le feu sur les sauveteurs et l'aviateur. C'est le pire cauchemar d'un sous-marinier. Le Skate est exposé à une attaque aérienne et il est attaqué depuis la côte. Même à 3 km de distance, le moindre obus pourrait percer la coque du sous-marin, compromettant toute chance de s'échapper. Pourtant, malgré les risques et alors que les obus pleuvent autour du Skate, les sous-mariniers ne renoncent pas. Soudain, la batterie côtière se tait. Attaquée par des avions américains, elle a été mise hors d'état de nuire. Les sauveteurs parviennent finalement jusqu'au pilote, le lieutenant Harold J. Kicker, et le tirent à bord. Cela tient du miracle. Vous devez éprouver un vrai sentiment de gratitude en voyant le visage de ces Américains venus vous sauver. C'est un moment important. Le lieutenant Kicker est le premier aviateur secouru par un sous-marin américain durant une mission de sauvetage. Ça leur a fait du bien au moral. Cela a permis d'humaniser leur mission, de comprendre qu'ils pouvaient mettre un nom et un visage en face des risques énormes qu'ils prenaient. Mais pour le Skate, le prix à payer pour la réussite de sa mission est lourd. Le lendemain matin à l'aube, le jeune officier de pont Willis Edward Maxson succombe à bord du sous-marin. C'est très dur pour les membres de l'équipage. Les sous-marins, c'est un écosystème qui fonctionne en vase clos, et ces hommes sont très proches. Et à ce stade, c'est au capitaine qu'il incombe d'être là pour eux. Le soir du 9 octobre 1943, le commandant McKinney et son équipage préparent le corps de Maxson pour une inhumation en mer. Les sous-marins ne sont pas équipés pour conserver les dépouilles des marins décédés. Ils n'ont pas la capacité à conserver les corps pour les rapatrier. Et le plus souvent, ils ne peuvent pas quitter le combat. Il faut donc faire ça en mer pendant que la mission se poursuit. En général, on enveloppe le corps dans un linceul. Une cérémonie a lieu et vous livrez la dépouille à l'océan. Nous confions l'âme de notre frère défunt à Dieu Tout-Puissant et son corps aux profondeurs. Ces marins qui passent leurs jours et leurs nuits en mer retournent à la mer quand ils meurent. Et c'est la tradition qui prévaut pour les hommes tombés au combat. C'est une expérience émouvante et très marquante. Le Skate parviendra à secourir 6 aviateurs lors de cette mission historique. Cela change le visage de la guerre dans le Pacifique. On a fait un gros investissement en formant ces pilotes au combat. On voulait préserver cela pour l'avenir. Les Alliés poursuivent leur campagne contre l'Empire du Soleil levant. Nous sommes passés à l'offensive.
L'industrie américaine a ouvert les vannes, d'où un afflux massif d'avions, de troupes et surtout de navires qui se déversent sur le théâtre des opérations dans le Pacifique. Le 1er septembre 1944, le Finback fait son rapport. Il est en mission de sauvetage au large des îles japonaises d'Iwo Jima et Chichijima, à 1200 km au sud de Tokyo. Les deux îles japonaises abritent des batteries antiaériennes chargées de protéger le Japon. L'offensive aérienne alliée a pour mission de détruire les défenses ennemies. Elle soumet les pilotes qui y participent à de grands risques. Herbert Spratlin en est à sa 3e mission de combat comme second à bord du Finback. Cette fois, il est sous les ordres d'un nouveau commandant, Robert Williams. Spratlin fait le lien entre Williams et l'équipage. Son job est vraiment d'être informé, de savoir ce que les hommes pensent. Et il sait que les hommes sont découragés. Le Finback a passé l'essentiel de ses 2 dernières missions en patrouille de sauvetage sans aucun succès. Les hommes veulent prendre une part plus active à la défaite japonaise. Les officiers savent peut-être que ce qu'ils font est important, mais le matelot de base, lui, se demande pourquoi on ne coule pas des bateaux. Le Finback est encore une fois assigné à une mission de sauvetage, et les hommes sont condamnés à regarder la bataille depuis le banc de touche. Williams et son nouvel équipage parviendront-ils à jouer un rôle plus décisif dans les combats? Septembre 1944. Positionné au sud d'Iwo Jima et de l'île voisine de Chichijima, le sous-marin américain mène une mission de sauvetage en appui d'une opération aérienne contre les positions japonaises. Alors que les frappes commencent, Avion! L'équipage du Finback repère un escadron à l'approche. Les avions sont une menace pour les sous-marins, mais pas ces Grumman F-6F Hellcat. La marine américaine assigne désormais des chasseurs à des missions d'assistance des sous-marins en mission de sauvetage, les SCAP. À la différence des appareils qui bombardent les îles, ces avions sont chargés de protéger les sous-marins et de les aider à localiser les aviateurs tombés dans les vastes étendues du Pacifique. Avec les SCAP, vous êtes supposé apporter un peu d'organisation dans ce chaos. L'idée, c'est d'aider à secourir les pilotes abattus. L'un des 4 Hellcat fait un signe de reconnaissance pour inviter le Finback à le suivre vers l'une des îles. Ce qu'il fait. Enfin, on dirait qu'il y a de l'action. L'équipage doit être aux anges. C'est ce qu'il attendait. C'est pour ça qu'il est là. Sur la fréquence réservée aux communications de sauvetage, l'équipage guette les informations fournies par les Hellcat. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Le moindre détail faciliterait la mission. Mais la radio reste muette. Malgré l'amélioration de la coopération entre l'aviation et les sous-marins, les communications sont soumises aux pannes matérielles. Alors que les appareils conduisent le sous-marin vers Iwo Jima et les batteries côtières japonaises, le commandant Eugene McKinney se retrouve sans communication radio et ignore donc les intentions des pilotes. Dans ces conditions, Williams choisit de renoncer. Barre à droite toute! Le Finback change de cap pour rester à bonne distance des canons japonais. Mais l'escadrille de Hellcat continue. Supposant que les pilotes ont des informations qu'il n'a pas, Robert Williams change d'avis et reprend son cap. Il s'efforce cependant de rester à plus de 7 km de la côte. Mais les Hellcat ont révélé la position du sous-marin aux Japonais, qui ouvrent le feu depuis la plage. 2 obus tombent à moins de 150 mètres du sous-marin. Chacun de ces projectiles pouvait endommager le bâtiment et l'empêcher de plonger. Évacuez la passerelle! En plongée! En plongée!
Robert Williams ordonne l'immersion. Quand il refait surface à bonne distance de l'île, les pilotes de l'escadrille SCAP assignés au Finback repèrent immédiatement le sous-marin. Avion! Ils reprennent leur patrouille aérienne. Après 2 heures de silence radio, l'équipage reçoit enfin un message donnant les coordonnées d'un appareil abattu. Williams ajuste le cap sur ces nouvelles coordonnées. En avant toutes! C'est la 2e fois aujourd'hui que le Finback tente de retrouver un appareil qui s'est abîmé en mer. Williams prend garde à ne pas s'approcher à moins de 15 km des côtes d'Iwo Jima. Quand soudain, une vigie repère quelque chose à l'horizon. Un scintillement. À droite toutes! Ordre est donné de s'approcher. Le scintillement provient d'une glace utilisée par un aviateur américain. Le sous-marin se rapproche des naufragés. Le sauvetage est filmé. Son commandant fait positionner le bâtiment sous le vent, laissant le canot de survie dériver vers lui. L'équipage lui lance une corde. Ils ont été formés à cette mission via des exercices de récupération d'hommes à la mer. 5h30 après avoir été abattus et s'être retrouvés dans l'eau, les 3 aviateurs sont tirés vers le sous-marin et hissés à bord. Le soulagement se lit sur leur visage. Thomas Keane, James Stovall et John Doherty reçoivent un accueil chaleureux. Pour Robert Williams et ses hommes, ce sauvetage représente un tournant après plusieurs actes manqués. L'équipage est plus investi. Ça n'a plus rien de conceptuel. Ce sont de vraies personnes. De vraies personnes pour qui on peut ressentir de l'empathie. Et ce n'est qu'un début. La prochaine mission du Finback pourrait bien changer le cours de l'histoire. « 2 septembre 1944, à 800 km au sud-est des côtes japonaises, le commandant Robert Williams et l'équipage du Finback mènent une mission de sauvetage. Ils sont à la recherche d'aviateurs alliés abattus. Plus au sud, à bord du porte-avions le San Jacinto, les pilotes de l'escadrille de bombardiers torpilleurs 51 se préparent à attaquer l'île japonaise de Chichijima. Quelques minutes avant le décollage, l'équipe du Barbara, un bombardier torpilleur Avenger, finalise son plan de vol. L'escadrille 51 doit viser 2 des tours radio longue distance de l'île. Chichijima est le centre de communication le plus important en dehors de l'archipel japonais. Ces immenses antennes radio relaient les communications vers la marine nippone. Si l'opération réussit, la marine japonaise ne sera plus en mesure de coordonner sa flotte. Le plus jeune pilote de l'escouade décolle avec 4 bombes de 226 kg chacune. Une fois en approche, les aviateurs repèrent les antennes. Les 2 Avengers en tête de la formation passent à l'attaque. Ils foncent vers leur cible à 560 km/h. La DCA ennemie ouvre immédiatement le feu.
l'équipage du Barbara observe les deux premiers Avengers en train de faire leur premier passage. Deux tonnes d'explosifs font mouche. C'est maintenant au tour du jeune pilote. Il se rapproche de son objectif. Mais à 2400 mètres d'altitude, avant même de pouvoir larguer ses bombes, une salve d'obus antiaériens explose autour de lui. Le moteur de son Avenger est touché et prend feu. C'est le chaos le plus total. Vous avez de la fumée dans le cockpit. Vous n'y voyez presque plus rien. Le pilote doit prendre une décision. Soit il bat en retraite et tente un retour jusqu'au porte-avions, soit il poursuit l'attaque. Il décide de continuer le combat. Il largue ses bombes. 4 d'entre elles atteignent leur cible. Mais alors qu'il essaie de virer de bord, le pilote a de plus en plus de mal à garder le contrôle. L'avion n'avance plus et vous avez 1 seconde pour comprendre que cette fois, il est temps de sauter. Le pilote donne l'ordre à ses compagnons de sauter et s'éjecte de l'appareil. Au large de la côte ouest de Chichijima, le commandant Robert Williams et l'équipage du Finback sont en mission de sauvetage. À 9h30, ils apprennent qu'un avion américain a été abattu. On a un pilote abattu à 16 km à l'est. Mais le crash a eu lieu de l'autre côté de l'île. Même à pleine vitesse, le sous-marin est à des heures de son objectif. Le Finback se rue néanmoins vers le lieu du désastre. Au nord-est, le jeune pilote a survécu à son amérissage. Il scrute les eaux autour de lui. Aucun signe de ses deux coéquipiers. Son canot de survie dérive tout près des côtes japonaises. Même s'il vient de s'éjecter miraculeusement d'un appareil en flammes, il est loin d'être tiré d'affaire. Il sait pertinemment comment les Japonais traitent leurs prisonniers de guerre. Le 24 octobre 1943, en Nouvelle-Guinée, 3 prisonniers australiens sont tirés de leurs cellules après des mois de captivité, de passage à tabac et d'interrogatoires brutaux. Les Japonais contraignent le sergent Leonard Seafleet à s'agenouiller. Le jeune homme et 2 autres prisonniers sont décapités. En septembre 1944, les aviateurs américains ont tous vu les images des derniers moments du sergent australien. Cette photo a beaucoup circulé dans les rangs alliés et tout le monde était viscéralement convaincu que si vous tombiez entre les mains des Japonais, vous subissiez le même sort. Les courants poussent le radeau vers la côte. Pire, sur la plage, les Japonais ont mis des embarcations à flot. Vous êtes entièrement seul, et si près des côtes ennemies que vous essayez désespérément de vous en éloigner en pagayant à la main. Une nouvelle fois, la vie du pilote ne tient plus qu'à un fil. Septembre 1944, au sud-est du Japon. Le Finback vogue vers le lieu d'un crash aérien à 16 km de là.
Le jeune pilote dérive vers l'île japonaise alors que les bateaux ennemis s'élancent vers lui. Sa situation semble désespérée. Quand soudain, 2 appareils de son escadrille surgissent dans le ciel. L'un des Avengers mitraille les Japonais. Il est contraint à battre en retraite. Mais les avions américains, bientôt à court de carburant, doivent retourner à leur porte-avions. Le pilote se retrouve à nouveau seul, plus vulnérable que jamais. Depuis le sud, le Finback se rapproche des coordonnées du pilote abattu, guidé par sa protection aérienne. Canot de survie, à bâbord avant! Une vigie vient de repérer une tache d'un jaune brillant dans l'eau. Le jeune homme de 20 ans, terrifié, dérive depuis plus de 3 heures dans son canot de sauvetage. Il pense être victime d'une hallucination quand il voit ce qu'il décrira comme une apparition. D'abord une forme noire, qui se révèle être un sous-marin émergeant des flots. Il craint avoir affaire aux Japonais. Mais soulagé, il reconnaît vite les uniformes des hommes à bord. Ce sont des Américains. L'opérateur de prise de vue du Finback se met à filmer. À la proue du navire, 5 hommes d'équipage récupèrent le canot de survie. Un peu avant midi, 3 heures après le crash, ils font monter le jeune pilote à bord du sous-marin. Il va bien. Mais le mitrailleur de queue et l'opérateur radio manquent à l'appel. Le commandant du sous-marin lance une recherche sur zone. Mais son radio reçoit les coordonnées d'un aviateur américain échoué sur un canot de sauvetage au large d'une autre île plus au sud, l'île de Ahajima. En avant toutes! La nouvelle redonne espoir au jeune pilote. Il s'agit peut-être de l'un de ces hommes. Alors que le Finback continue sa route, son soutien aérien lui transmet de nouvelles informations. Le canot de sauvetage dérive à 2,5 km au large de Ahajima. Sous le feu ennemi. Jusque-là, le Finback a eu de la chance. Mais il va devoir se rapprocher des côtes japonaises, ce qui est infiniment plus risqué. En plein jour, pour protéger son sous-marin, Évacuez la passerelle! Évacuez la passerelle! il donne l'ordre de plonger afin de rester aussi discret que possible. Naviguant en immersion périscopique, le commandant Williams localise le canot moins de 30 minutes plus tard. Mais refaire surface à portée de l'artillerie de l'île mettrait en danger son sous-marin et tous les hommes à bord. L'artillerie côtière tire des obus de 7,62 et de 12,7, du gros calibre. Un seul obus pourrait endommager le sous-marin. Et s'il doit rester en surface, un sous-marin perd son meilleur moyen de défense. De plus, le moindre de ces obus pourrait tuer le pilote naufragé. Robert Williams doit trouver un moyen de lui venir en aide sans mettre en danger son sous-marin. Et le temps presse.
Quelques heures après le sauvetage d'un jeune pilote au large d'une île japonaise, le commandant Robert Williams a fait plonger son sous-marin pour échapper à l'artillerie côtière ennemie. Mais un nouveau challenge bien plus difficile l'attend maintenant. Un autre pilote attend d'être secouru et le Finback doit trouver un moyen de remplir sa mission sans faire surface. Faire en sorte d'amener un navire de 1800 tonnes à moins d'1 mètre de quelque chose, c'est passablement compliqué. Et si en plus ce quelque chose bouge, ces deux variables sont difficiles à ajuster. Le Finback n'a par ailleurs aucun moyen de faire connaître ses intentions au pilote. Celui-ci n'est même pas au courant de sa présence. Imaginez à quel point il est troublant de voir un sous-marin surgir sous votre nez. Le commandant du sous-marin prévoit donc d'effectuer un rapide passage pour attirer l'attention de l'aviateur. Le Finback se met en approche à une vitesse de 4 nœuds, un peu plus de 7 km/h. Le temps que le pilote comprenne ce qui se passe, le périscope est passé devant lui. Vous vous demandez, qu'est-ce que je dois faire et comment je suis censé monter à bord? Bien que le pilote ait raté le périscope, Robert Williams ne renonce pas. Ça l'a même fait rire de passer près de lui, comme ça. Il a préféré prendre ça avec humour. C'est le genre d'état d'esprit positif qui se transmet à tout l'équipage. Deuxième tentative en revenant vers le pilote. Toujours sous le feu des batteries japonaises. Cette fois, le pilote comprend et parvient à s'accrocher au périscope. Mais alors que le Finback commence à s'éloigner de l'île, le jeune homme a de plus en plus de mal à s'agripper au sous-marin qui file à 11 km/h. D'une main, il tient le périscope et de l'autre, son canot de sauvetage qui en plus se remplit d'eau. Il sait qu'il n'arrivera jamais à sortir de l'eau comme ça. Sous l'eau, Williams s'adapte. Il ordonne de remonter légèrement, de façon à faire émerger le kiosque du périscope. Désormais mieux calé sur la tourelle du sous-marin, le pilote est plus en sécurité. On l'a! Le Finback essaye de s'éloigner vers la haute mer. À 8 km au large de Haajima, le sous-marin peut enfin refaire surface sans danger. L'enseigne James Beckman descend de son perchoir pour être accueilli à bord. En seulement 2 jours, le Finback a secouru 5 aviateurs, dont un jeune pilote qui deviendra plus tard président des États-Unis, George Herbert Walker Bush. Beckman ne faisait pas partie de l'équipage de Bush. Malgré les recherches, ses 2 compagnons ne seront jamais retrouvés. Bush n'a jamais pu oublier. Ça l'a hanté toute sa vie. Il s'est toujours demandé s'il n'aurait pas pu faire davantage.
Le Finback transporte suffisamment de vivres pour accueillir les pilotes. Ceux-ci vont rester à bord pendant que le sous-marin poursuit sa mission, soit presque un mois. Bush et les autres ont été surpris de ne pas être reconduits immédiatement à leur porte-avions, au lieu de quoi ils expérimentent la vie sous-marine. Bush écoute même les échanges de communication le jour où le sous-marin coule 2 navires. Il survit à 2 attaques de grenades sous-marines. Il prend son tour de garde comme vigie à chaque fois que le Finback remonte à la surface. Il a fini commandant en chef des armées. Il a eu l'opportunité de faire preuve de compréhension parce qu'il savait ce que vivaient les militaires. Son raid sur l'antenne radio de Chichijima vaut au jeune pilote George Bush d'être décoré de la Flying Cross pour héroïsme sous le feu de l'ennemi. Quand il est élu président des États-Unis en 1988, Bush invite les survivants de la 10e mission du Finback à défiler lors de sa parade inaugurale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins de la Ligue de sauvetage auront sauvé plus de 500 aviateurs. Les missions de sauvetage ont donné corps à l'idéal militaire américain du « on n'abandonne personne, on fera tout pour vous ramener à la maison ». Surtout qu'en comparaison, à l'époque, les Japonais sont en train de former leurs escadrilles de kamikazes. Alors qu'ils sont prêts à sacrifier leurs hommes, les Américains, eux, font tout ce qu'ils peuvent pour les sauver. Le jeune lieutenant Willis Edward Maxson, du Skate, fut le seul sous-marinier américain tué au cours d'une mission de sauvetage.